Bonjour chers amis. Si vous vous rappelez, nous avions dit que le genre de la comédie ne pouvait pas être mesuré uniquement par le registre comique, celui qui provoque le rire, c'est-à-dire divertissement, légèreté, rire, etc., même si la plupart des comédies sont écrites pour ça. C'est essentiel dans la farce, mais aussi dans les différentes formes de comédie. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ce registre comique, en particulier des procédés comiques chez Molière. Qu'est-ce que c'est que le registre comique? C'est celui qui provoque le rire. Il comporte différents degrés, les plus forts étant le burlesque et l'absurde. Mais qu'est-ce que c'est que les procédés comiques? Ce sont des mots comiques, des situations cocasses, des gestes drôles utilisés pour obtenir l'effet comique, non seulement d'ailleurs dans une comédie. Pourtant, dans une comédie classique, vous pouvez trouver en somme tous les procédés comiques, comiques de mots, comiques y compris comiques de répétition, comiques de situation, comiques de gestes, comiques de caractère, etc. Ces procédés comiques sont donc variés et nombreux. De l'humour qui vise à faire rire au moyen de traits d'esprit, de jeux de mots, de situations qui remettent en cause une réalité figée. Ainsi, une tonalité comique peut-elle varier de l'humoristique à l'ironique en passant par le parodique, registre plus imitatif, ou le satirique, qui fait rire ou sourire aux dépens d'un individu ou d'un groupe en dépendant un point de vue. Il y a aussi l'humour noir, plus caustique et décalé, parfois cruel, ou l'ironie qui permet de critiquer un point de vue de façon rhétorique par l'utilisation d'antiphrases, de périphrases, d'euphémismes, avec la complicité du lecteur. Il faut donc distinguer par exemple le registre comique de Molière et du registre registre ironique de Voltaire. En grand auteur, Molière varie ses procédés comiques qui lui permettent d'obtenir le rire le plus simple comme le rire le plus subtil. La conjugaison de ces procédés débouche souvent sur un autre type de comique. Le personnage ridiculisé par son langage, sa gestuelle, autrement dit langage gestuel, et les situations comiques où l'a placé l'auteur devient un exemple de caractère typique, par exemple femme capricieuse ou acariâtre, marié obtus ou trompé, soldat vantard ou amant fanfaron, etc., dont les travers ajoutent aux effets comiques. Commençons par le comique de mots. Ce sont certains jeux de mots, clichés, calembours, un langage déformé ou inventé, des néologismes, c'est-à-dire des mots pris au pied de la lettre, etc. Bref, tout ce qui suscite le rire. Chez Molière, les différences langagières ou bien les parlures permettent d'individualiser les personnages en fonction de leur archétype, de leur appartenance à une classe sociale, de leur origine géographique ou de leur profil psychologique. C'est une invention de Molière. Rappelons en passant que
Dans la tragédie classique, tous les personnages, roi et ses valets, reine et sa bonne, princesse et sa nourrice, jeune et vieux, bref, tout le monde parle la même langue, la langue de l'auteur, identifiable à son style. Bref, tous les échanges sur scène se font sur le même ton. Le comique de mots est essentiel aussi chez Molière. Il commence dès la création du nom des personnages. L'usage était alors d'employer des noms à consonance grecque, latine ou italienne. Et Molière respecte cette coutume, mais il introduit parfois lui aussi des noms qui évoque le type de personnage qu'il crée. Par exemple, Tartuffe, Trissotin, Harpagon, Diafoirus, Poursognac, Purgon et d'autres. Molière adore le comique de mots. Ça se développe dans les répliques des personnages où l'auteur recourt à ces tournures verbales comme les jeux de mots et calembours. Par exemple, ce monsieur loyal porte un air bien déloyal, comme dans le Misanthrope, ou bien les répliques de Billis et Martine dans Les femmes savantes. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle d'offenser grand-père, ni grand-mère? Ou bien les répliques de Philométhè et Trissotin, philosophe-poète, dans la même pièce. Écoutez donc, Philométhè. À notre impatience, offrez votre épigramme. Trissotin. Et là, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort assurément a lieu de vous toucher, et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Prenons encore autre calembour de Trissotin dans la même pièce. Écoutez, pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 vers me semble peu de choses, et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui chez une princesse a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de celtique, assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Les médecins dans le malade imaginaire possèdent eux aussi une science purement verbale. Berald, par exemple, les dénonce ainsi. Ils savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser, mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Molière prête le latin de fantaisie aux médecins. Il insiste surtout sur l'abondance des mots dans leur langue médicale et la rhétorique laborieuse et mal dominée. Par exemple, M. Purgon, dans le Malade imaginaire, qui est le médecin d'Argan, vient menacer de mort le dernier, c'est-à-dire Argan, pour son mépris des traitements qu'il lui prescrit. Bien que ce M. Purgon n'apparaisse qu'une seule fois dans la pièce, il semble être plus éloquent que les autres médecins. Écoutez donc sa tirade. J'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable, que vous tombiez dans la bradypepsie, de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans l'apepsie, de l'apepsie dans la liantrie, de la liantrie dans la dysenterie, de la dysenterie dans l'hydropésie et de l'hydropésie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Voilà. Et dans le dernier intermède, on entend que de latin de cuisine raillé.
Molière utilise les répétitions pour créer des effets comiques et amuser son spectateur. Dans la vie comme dans la nature, rien ne se répète. Il y a toujours des différences, même dans des actions qui semblent identiques. La répétition a donc quelque chose d'artificiel. En répétant les mêmes mots et les mêmes expressions, le personnage semble parler comme un automate. Normalement, les personnages de la comédie utilisent le langage courant pour s'exprimer. Quand ils changent de niveau de langage, cela crée des effets comiques. L'emploi de langage familier amuse le spectateur car il entend les personnages utiliser des insultes, des jurons, des expressions familières. Or, ce langage est normalement banni de la bonne société. L'emploi du langage soutenu amuse aussi le spectateur car il crée un écart risible entre le personnage qui est un individu ordinaire et son langage qui le fait paraître supérieur à ce qu'il est réellement. Le comique de langage peut être produit par l'exagération. L'exagération consiste à parler de petits événements de la vie quotidienne comme s'il s'agissait d'événements graves, importants et exceptionnels. L'art dramatique, c'est du langage en action. Dans son utilisation de la langue, Molière a une double pratique. D'un côté, la simplicité des mots met en relief la sagesse populaire. Par exemple, et je vous verrai mieux du haut jusqu'aux en bas que votre peau ne me tenterait pas, dit Taurine dans le Tartuffe, ou au contraire, il souligne le caractère fruste ou imbécile d'un personnage. Par exemple, je veux de bonnes soupes et non de beaux langages, dit Chrysale dans Les Femmes savantes. D'un autre côté, des phrases très construites mettent en place la rhétorique, des idées et des raisonnements. Molière vise la clarté de l'expression et l'efficacité du comique pour construire un théâtre du vrai et du naturel, mis au service d'une morale. Nous avons récemment dit que l'intention de Molière était toujours morale. Dans un texte envoyé au roi pour obtenir la levée de l'interdiction du Tartuffe, il écrit: le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. Chez Molière, le sens de la comédie, même quand il passe par les gags ou la violence de la satire, est toujours empreint de cette noblesse d'âme. Maintenant, parlons du comique de situation. Ce sont, pour ainsi dire, des dialogues de sourds, des rencontres intempestives, méprises en tout genre, dont le quiproquo, c'est-à-dire malentendu comique, ressort dramatique essentiel de la farce et du vaudeville, la méprise reposant sur une erreur de personne, sur une situation ou sur un mot. Le comique de situation réside dans la situation incongrue ou paradoxale. Par exemple, vieillard amoureux, avare volé, imposture, flatterie, etc. etc. Il repose aussi sur les conjonctions d'événements.
L'intrigue imaginée par l'auteur met en présence des personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer, où il place un personnage dans une situation particulièrement ridicule. Il suffit d'évoquer l'interruption de Thomas Diafoirus, gendre prétendant dans le malade imaginaire, qui perd le contrôle de son discours. Écoutez. Thomas Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage. Béline, monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Thomas Diafoirus. Puisque l'on voit sur votre visage, Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période et cela m'a troublé la mémoire. Maintenant, parlons du comique de geste. On parle comique de geste, les gestes faits par l'acteur afin de faire rire le spectateur. L'acteur obtient donc l'effet comique par une gestuelle étudiée. Le comique de geste réside dans les grimaces et mimiques ou bien dans la répétition et amplification de gestes ordinaires. Ces gestes comiques peuvent être des mouvements répétés, par exemple, qui donnent l'impression que le personnage agit comme un automate, des mouvements exagérés, par exemple, saluant quelqu'un jusqu'à terre, comme c'était chez nous dans l'Antiquité, ou bien des chutes, des coups de bâton, des gifles, des crocs en jambes, coups de pied, des gestes vulgaires ou inconvenants. On retrouve donc le comique de geste particulièrement au théâtre. Les didascalies de l'auteur ou les inventions du metteur en scène imposent aux acteurs des mouvements comiques. Le lecteur ne peut que les imaginer alors que le spectateur a la chance de les voir. Voilà, la prochaine fois, nous allons analyser les formes de comique, les formes de comédie chez Molière. Merci pour votre attention, à bientôt.